Pendant l'été 2013, de nombreux travaux d'optique ont été réalisés à l'hypertélescope de Lubaï. La mécanique automatisée et la nacelle étaient les mêmes que celles utilisées en 2012, mais les manœuvres étaient plus rapides et plus efficaces, ce qui libéra du temps. Il n'y a toujours que 2 petits miroirs à 16 mètres l'un de l'autre pour figurer le miroir géant. L'objectif prioritaire est de valider la faisabilité du projet avant de le développer pour quelques dizaines de petits miroirs. L'optique de la nacelle est conçue pour 2 miroirs seulement. Elle doit permettre d'obtenir des franges sur Vega. La brillante étoile Vega a été choisie comme source car l'été elle passe au méridien en début de nuit. 2 petits miroirs sont disposés au sol comme partie de la sphère du miroir géant de 202 mètres de rayon. Ils collectent la lumière de Vega et la focalisent en un point auquel on place une nacelle optique. La nacelle est suspendue à un câble de 800 mètres de long, à un peu plus de 101 mètres du sol. Là, l'image est densifiée par un système optique, puis renvoyée par un petit miroir orientable vers une caméra placée au foyer coudé, sur un petit télescope situé au sol au point sud. Comme l'étoile se déplace dans le ciel, pendant ce que nous nommerons transit, il faut déplacer la nacelle sur un arc de la sphère focale du miroir géant virtuel pour toujours être à l'endroit où convergent les 2 faisceaux de lumière. On règle la hauteur des petits miroirs, très précisément, pour que les 2 faisceaux lumineux parcourent un trajet exactement de la même longueur entre l'étoile et la caméra. Ils interfèrent alors au niveau de cette caméra. On observe des franges d'interférence, comme dans l'expérience des trous de Young bien connue. Les franges d'interférence ne seront obtenues que si l'ensemble est stable et ne vibre pas. Les 2 rayons des 2 miroirs se croisent à l'entrée de la nacelle, ensuite c'est repris. Il y a une image de Vega sortie de la nacelle sur le miroir coudé. Et la nacelle projette à l'entrée du C8 une image de la pupille double. Et le C8 refait une image de Vega dans son oculaire. Là, c'est la même image, mais agrandie. Lorsqu'il y aura plus de miroirs, le principe restera identique, mais l'image collectée sera plus complexe, plus lumineuse et contiendra plus d'informations. La position des différents éléments a été déterminée pour simplifier les calculs et les déplacements. L'axe équatorial du télescope qui porte la caméra est orienté vers l'étoile polaire et passe par le centre optique de la sphère miroir. Le plan passant par les moteurs est, ouest et la nacelle est perpendiculaire à cet axe. Ainsi, par exemple, la distance de la nacelle à la caméra est constante et le petit télescope en vitesse sidérale normale suit le mouvement de la nacelle. Cependant, cela surprend parfois. Vu du sol, l'étoile et la nacelle se déplacent en directions opposées pendant un transit. Ici, la mécanique a été conçue pour pouvoir observer l'étoile pendant 1 heure environ. Nous ne la détaillerons pas. Moi, il me reste 1 mètre avant le scope début de suivi au niveau du treuil. À la base de la nacelle, un trou de 8 mm au fond d'un réflecteur en coin de cube dirigé vers le sol. Un système de densification optique grandit l'image de chacun des 2 miroirs, tout en les rapprochant l'une de l'autre. La densification est un agrandissement particulier. Et une lentille reprend l'image et l'agrandit 6 fois pour la projeter à l'infini. Enfin, un miroir plan, orientable à l'aide d'une radiocommande, renvoie la lumière vers une caméra placée au foyer d'un petit télescope. La radiocommande agit sur l'inclinaison du miroir coudé et dirige donc en haut bas le faisceau coudé. Voilà le petit miroir plan. On a un réglage grossier et un réglage fin, utilisant 2 canaux de la radiocommande. Et ça fait le mouvement fin. La nacelle a été fiabilisée et améliorée pour faciliter les tests. Pas trop mal. Elle est en effet parfois soumise à dure épreuve. On voit que la tempête a cassé le ressort de suspension. On va être obligé de redescendre la nacelle pour réparer. Ouais, c'est complètement desserré là. Batterie à plat, capoute, foutu. Elle a besoin d'énergie électrique. Il faudra peut-être mettre une petite centrale nucléaire sur la nacelle.
Et le petit panneau qu'il y avait? Actuellement, la nacelle était alimentée par des packs de batterie, mais ça nous donnait une autonomie de l'ordre de, on va dire, de 2 à 4 jours. L'idée, c'est d'alimenter la nacelle toujours par batterie, mais avec un système de recharge solaire, ce qui nous donnerait une autonomie quasi illimitée, sous réserve qu'on ait du beau temps tous les 2 ou 3 jours. On fabrique toute la partie électronique qui va gérer l'énergie de la nacelle. Donc, la recharge de la batterie avec le panneau solaire, la mise en service du récepteur de la radiocommande depuis le sol. La nuit, c'est le paradis. Alors là, je fais un panier qui va être sous la nacelle et qui va pouvoir donc accueillir le boîtier de batterie. Et je l'ai renforcé, j'ai collé des petites barrettes en verre là, qui sont collées ici, et j'ai réajusté l'angle pour qu'il soit plus précis, et du coup l'image est moins éclatée quand elle redescend sur le tripode. Enfin, l'orientation doit être ajustée à distance, car elle se trouve à 100 ou 200 mètres de l'observateur. Alors tu as la bilentille ici, et tu as le biprisme ici. Alors j'ai rajouté des petits miroirs pour aider à régler. Et j'ai poli la tranche du biprisme ici. Ici au-dessus, on a une lentille découpée qui laisse passer le faisceau qui nous intéresse, mais qui récupère la lumière diffusée qui part sur les côtés pour former cette image de diagnostic. Ça marche, j'arrive à voir les indicateurs au C8, donc j'arrive à faire le réglage complet à travers C8. Ne gardons pas le suspense. La campagne 2013 n'a pas suffi pour obtenir les franges sur Vega, mais de nombreux progrès ont été réalisés. Pour maîtriser les procédures d'alignement et perfectionner les indicateurs optiques d'aide au réglage à distance, nous avons installé un banc d'essai de la nacelle. Il permet de reproduire au sol la distance de 186 mètres entre la nacelle et la caméra du foyer coudé. Donc un petit laser, un petit support. Je vise un tripode sur lequel nous allons mettre un miroir plan pour faire un banc d'essai du faisceau coudé entre la nacelle et l'autre télescope, le vrai télescope coudé. Un peu de scotch. Qui c'est qui a une casquette blanche là? Ouais, là, qui est sur le bord inférieur du chapeau. Tu devrais l'avoir sur ta figure, Denis. Bon, Denis, il doit être sur ta chemise. Voilà, je le vois. Bon, il faudrait que je vous explique le principe. Le Célestron est équipé d'un laser qui est au centre de l'optique, par les deux vis que l'on voit en haut. Cette petite tige permet de mettre la housse sans dérégler le laser. Ici, nous voyons le vaisseau du télescope et le laser. Vous le voyez? Ah si, là. Ouais, t'es dessus là. Non. Stop, stop. Hop, stop. Bon, là, il est du mauvais côté du prisme, donc il faut que tu tires un peu. Non, il faut que tu lâches un peu. Il n'y a personne dans le faisceau? Non. Vas-y, encore. Non, stop, dans l'autre sens. Bon, maintenant l'autre vis, à nouveau. Oh, dans l'autre sens. Stop, reviens. Vas-y, Jean-Paul. Dans le mauvais sens. Donc, il faut que tu relâches un peu de fossile. Quand j'ai le laser du C8, il tape là-dessus, il rentre là-dessus, et il est censé venir se focaliser au même point où vient
l'autre laser Oui, en oui, bas. bien sûr. Si j'y arrive, C'est que à t'as ce moment-là, le coudé est réglé. c'est Ok. qu'il est bien aligné. Bon, seulement actuellement, on voit pas trop où il tape. J'ai envie de... On a rééquilibré toute la nacelle en changeant toutes les différentes attaches de manière à pouvoir piloter la nacelle pour qu'elle soit exactement dans l'angle de visée du laser qui est réfléchi sur un miroir qui se trouve à peu près 100 mètres. Avec une casquette qui le protège de la pluie. Voilà, c'est ici que on active notre laser qui va pointer sur le miroir à 100 mètres et qui va revenir ensuite, le signal laser va revenir sur la nacelle. Il faut être ingénieux, il faut avoir beaucoup d'idées et puis essayer beaucoup de choses différentes avec du matériel le plus simple possible. On n'a pas de pince à linge et on n'a pas de bricot machin juste à côté. C'est la première fois qu'on teste ce système. On va voir si c'est pratique ou pas. Là, on a collé quelques vis. Bon, on a bricolé aujourd'hui et on a fait une petite monture pour un laser qui simule le miroir Eman. On a allumé le laser et avec quelques réglages, on peut voir les reflets du miroir aux épinards. Et on peut voir les lumières bien de miroir Eman dans le C8. On s'entraînait un peu à régler les petits fils, les miroirs coudés avec la radiocommande. Ça n'était pas facile, mais on apprend, on s'entraîne. C8 éteint, C8 allumé. Bon, tu vas poser les deux lumières. Tu vois? Et là, on voit que la précision de l'angle de la télécommande, il est quand même pas très très grand. Hein. Oui, parce que ça, c'est un pas. C'est déjà trop. On peut éteindre le spot du C8, effectivement. On peut éteindre le petit laser du sol pour voir ce qui reste. Le spot arrive par terre. C'est dans la main. Lui, il est très faible, je ne peux pas le filmer. Je vais citer Jordi. Et on a fait un petit pas pour l'humanité, mais un grand pas pour les hypertélescopes. Bon, maintenant il faut poser des coins cubes au lieu de laser pour essayer d'avoir les franges de retour. La radiocommande agit sur l'inclinaison du miroir coudé et dirige donc en haut bas le faisceau coudé. On a trouvé des plaques de marbre pour avoir une base stable. Une plaque de marbre posée par son poids sur du sable et une deuxième plaque qui, elle, est tenue sur 3 écrous-bornes nylon qui permet de coulisser comme on souhaite sur la première plaque. Donc l'horizontalité est assez correcte. Et l'optique peut être scotché au scotch face dessus. C'est stable, ça ne bougera plus. On peut gagner beaucoup de temps chaque soir où on n'a pas besoin de remonter toute la manip. La plaque de marbre qui glisse sur l'autre plaque de marbre, c'est extrêmement commode pour centrer. Par ailleurs, notre C8 était ici avant. Donc ce qui fait qu'à chaque fois qu'il fallait manipuler l'ensemble, on devait plus ou moins passer devant le faisceau laser, ce qui était un peu dangereux. On a bougé le télescope beaucoup plus en avant. Avec Martine, on a retendu et rééquilibré la nacelle de manière à ce qu'elle soit positionnée d'une manière optimale. Ce qui fait que là maintenant, on a une très bonne base pour continuer les différents tests. Maintenant qu'on a une bonne mécanique, c'est encore plus agréable, bien sûr. Donc il faut que tu tires un peu. Non, faut que tu lâches un peu.
Ce banc de test a permis de comprendre et améliorer le fonctionnement des indicateurs optiques disposés sur la nacelle. J'amène sur l'arête. Là, c'est sur l'arête. Ça allume beaucoup de lumière diffusée. Là, je vais au-delà de l'arête du mauvais côté. Il y a moins de lumière diffusée. Et le faisceau coudé s'éteint. Off, on, off. Alors là, je suis du bon côté, en position quasi nominale. Et ça joue sur 2 mm de traction du fil supérieur. Comme a conclu une stagiaire, on fait toujours des réglages optiques dans des toutes petites zones. Et là, il fallait orienter un miroir à 100 mètres, faire revenir le rayon laser qui parcourait 200 mètres du coup, réussir à tout caler sur la nacelle. Enfin bon, il y avait vraiment pas mal de réglages. pour mesurer les distances de 100 à 200 mètres que nous avons à contrôler sur le système, nous utilisons des distancemètres laser ou disto. Un disto permet de vérifier la distance entre la caméra du foyer coudé et la nacelle. Ceci est un théodolite sur lequel nous avons fixé un petit laser qui envoie des impulsions pour mesurer la distance de la cible avec une précision de 1 mm à 200 mètres. Elle doit toujours être de 186 mètres pour observer Vega. D'autres distos peuvent mesurer les distances entre les petits miroirs au sol et le trou à l'entrée de la nacelle, grâce à la lumière réfléchie par le coin de cube. La nacelle n'est pas au centre géométrique du miroir pointillé sphérique, qui lui est à 202 mètres du sol, mais sur la sphère focale de 101 mètres de rayon. Donc pour un miroir donné, cette distance varie pendant le transit. Sa valeur théorique peut être calculée et comparée aux mesures. Elle est au minimum de 101 mètres 37. 861. Si on met 3 vis sur le miroir, ça permettra de faire un piston grossier et une orientation fine. Pour régler précisément l'orientation des miroirs de 15 cm de diamètre sur leur trépied, nous avons modifié les platines support. Dans un premier temps, 3 vis micrométriques suffisent pour le réglage de la direction. La surface du petit miroir est alors parallèle à celle du miroir sphérique géant virtuel en ce point. Pour régler les alignements optiques du système lorsque la nacelle est en position opérationnelle réelle, plusieurs viseurs ont été utilisés. Tout ça, c'est pour surveiller en permanence la nacelle. Un premier viseur est placé sur un ou l'autre petit miroir au sol. La viseur est ultra fragile. C'est comme ça là. Non, la viseur se pose sur un très point plan. Les 3 vis là. Il remplit de nombreuses fonctions. Par exemple, l'ajustement de l'orientation du petit miroir. Voilà le faisceau collimaté qui monte vers la nacelle. Nous voyons ici la lumière laser qui est envoyée sur le réflecteur point de cube de la nacelle qui redescend. À cause des imperfections du coin de cube, le faisceau est éclaté en deux. Alors on voit des interférences là où l'écran reçoit de la lumière venant de deux facettes. Donc deux rayons légèrement inclinés l'un par rapport à l'autre produisent des belles franges d'interférence. Au centre du coin de cube, il y a un trou qui est le trou d'entrée de la nacelle. Et il faudrait que toute la lumière passe dans le trou, ce qui n'est pas le cas actuellement. Et on essaie de trouver un critère pour ajuster au mieux et pour faire entrer le mieux possible la lumière dans le trou. Ces déplacements se produisent lorsqu'on incline très légèrement l'élément de miroir aimant qui balade le spot projeté sur le réflecteur point de cube. Si vous voulez tripoter les vis, Donc tes vis bougent la position du miroir, on est d'accord. oui, avec le miroir, donc ça dirige le spot sur le coin de cube là-haut. Ou la surveillance de la position de la nacelle par rapport à celle de l'étoile. Bon, alors maintenant il faut regarder votre faisceau et insertion les vis miroirs, le faible, pour l'envoyer vers la nacelle. Le viseur permet de superposer l'image directe du ciel à celle réfléchie par le miroir. Dans l'une, on voit l'étoile, dans l'autre, la nacelle. Pour aligner l'axe du banc optique de la nacelle et ajuster l'inclinaison du miroir qui renvoie l'image vers la caméra au foyer coudé du point sud,
Comme sur le banc d'essai, les indicateurs optiques de la nacelle sont éclairés par un laser depuis le foyer coudé. Bon voilà, je centre un peu mieux le laser. J'actionne la radiocommande. Bon, on voit un hexagone dans le trou, c'est le scotch à l'entrée sur le trièdre. Lorsque j'actionne la radiocommande, on voit un transit là vers le haut, vers le bas, on voit les deux canaux. Puis depuis un autre viseur au sol. Alors au centre, il y a un scotch rétro qui devrait être normalement plus brillant que le coin de cube. Et donc on pourrait voir le spot sur le scotch rétro. Tu veux que je regarde ? Ce viseur est constitué par une lunette équipée de différents éclairages. Lumière blanche, laser fixe ou modulé. Alors maintenant, les corrections fines du laser. Tu as 3 vis ici. Il se trouve dans la zone centrale du miroir géant pointillé. On règle l'orientation de la nacelle depuis le point sud à l'aide de l'ordinateur, Et Antoine apprend à conduire aussi. de tablette sud, manuel actuellement, et de la radiocommande du miroir. Lorsque le coudé est réglé, la lumière provenant du viseur au sol parvient à la caméra. La source est une lampe torche située sous la nacelle, à 100 mètres sous la nacelle, visant le coin de cube. Moi, si jamais j'avais Vega dans le champ, je pense que ça serait très similaire à ça en fait. Bien, alors voilà le faisceau nord focalisé. Et maintenant défocalisé. Coudé du miroir sud. C'est mieux, c'est bon, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Je pense que c'est parfait, merci. Dans le trou. Bon, donc là on a fait exprès de décentrer le laser pour le mettre sur l'écran derrière le C8. Le laser tape directement depuis le coudé sur l'écran blanc et là on filme pour montrer un petit peu l'intensité du faisceau. Donc on peut imaginer qu'il y a énormément de lumière qui rentre par le trou et qui nous est renvoyée. Voilà. Et donc si on met ça dans le C8, on a un spot très très intense. Là je suis dans le C8 et éclaire toute la pupille du C8 et puis hop, là je suis sur l'écran. On est à environ 40 cm de l'écran. À la fin de l'été, nous savions faire rapidement ce réglage statique de la nacelle. Nous avons obtenu une très bonne stabilité au cours du temps en appliquant un effort de tension adapté au câble de guidage, de 5 à 12 kg environ. On constate cette stabilité sur le faisceau laser parasite, renvoyé au sol par le coin de cube. On ne touche rien. Pour l'instant on fait un test de stabilité, ça bouge pas et c'est très 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 intense. L'un ou l'autre viseur doit être motorisé pour viser vers la nacelle même lorsqu'elle est en mouvement pour suivre l'étoile. En effet, il faut pouvoir vérifier visuellement, à tout instant, que le trou de 8 mm à l'entrée du banc optique de la nacelle se trouve précisément au point focal du miroir géant, où converge la lumière de Vega. Sinon, il faut pouvoir donner des ordres de correction. Et nous vérifions la dérive. Le vent secoue légèrement la nacelle. Avec la monture, on est censé suivre la nacelle. Pour passer en mode motorisé, j'embraye. Correction. Hop. Et les moteurs tournent, là c'est un rattrapage. Utilisant le viseur qui est sur le miroir M1 Nord, et superposant l'image de Vega qu'on y voit et l'image de la nacelle qu'on y voit, j'ai vu apparaître comme prévu un point brillant qui était Vega, que Vega tombe à côté du trou central ici. Sa lumière est réfléchie par le réflecteur. Donc ça prouve que le foyer, l'image de Vega tombait bien sur le coin de cube. Alors par moment ça disparaissait, je pense que ça devait tomber dans le trou, ce qui fallait, mais je n'arrivais pas bien à vérifier ça. Bon, enfin déjà que ça tombe sur le coin de cube, c'est déjà pas mal. Il faut aussi envoyer un faisceau laser vers la caméra pendant que la nacelle suit l'étoile pour vérifier l'orientation de ses axes. Un léger basculement est-ouest est nécessaire. Il faut trouver un dispositif ne masquant pas la lumière faible de l'étoile. Bon, je le mets là, je fais 45 degrés. Il faut que j'éclaire le réflecteur. Oui. Bon,
Si je l'éclaire avec une lampe blanche, c'est pas assez lumineux, on a essayé hier soir, c'est trop faiblard. Si je l'éclaire avec le laser, c'est le contraire, c'est trop brillant. Parce que quand ça tombe sur le réflecteur, t'as tout qui revient, il y a tout qui revient dans ton œil. Bon, alors tu peux atténuer, mais du coup tu vois plus les dégâts. C'est pour ça qu'on voudrait te faire un laser variable. Oui. Oui, c'est effectivement la bonne méthode. J'ai collé autour du trou un petit anneau mince. Bon, ça c'est meilleur que les gilets rétro-réflecteurs, qui sont beaucoup plus brillants. Parce que c'est plus direct. De nouveaux développements sont nécessaires. Bon, bah écoute, je vais réfléchir à ça, puis voir comment on peut faire. Et nous guidons un peu avant le transit. Bon, la qualité du guidage est très bonne. À la fin de l'été, il était possible de réaliser certains alignements pendant plusieurs minutes, nacelle en mouvement. Cela a permis d'identifier des améliorations à apporter au système mécanique. En particulier, le contrôle et le réglage de la tension des câbles de guidage s'est révélé indispensable à la stabilité. Il est nécessaire également de motoriser l'enroulement des câblettes de réglage au sud. Pour préparer l'avenir concernant la croissance du miroir en pointillé, des mesures GPS différentielles ont permis de compléter la cartographie 3D du vallon, commencée les années précédentes. Cela permettra de prévoir la disposition des prochains miroirs au sol. On essaye de retrouver le point de référence Est. La croix est pas mal effacée. Une première antenne qui est recalée précisément sur le point qui a été mesuré en 2010. Donc avec un appareil ici qui permet de recaler les coordonnées. Et puis on prend une deuxième antenne, ça c'est notre boîte, qui est accrochée sur la perche, qu'il faut mettre à 2 mètres du sol pour avoir suffisamment de visibilité pour les satellites. Les deux antennes reçoivent les signaux satellites à peu près en même temps. Et donc celle-là, comme elle ne bouge pas et qu'elle est précisément calée, elle est capable de recalculer le petit décalage temporel lié à l'atmosphère ou aux vitesses de propagation. Et elle envoie par radio la correction effectuée pour obtenir également une précision de 1 à 5 cm. J'ai refait le profil de la vallée. À peu près, donc ça c'est au niveau, c'est 80 mètres à l'ouest du C8, c'est moins 80 par rapport à l'est. C'est un petit peu plus bas, qui me semblait être le point culminant au sud. En fait, si on fait une étude toute simple de jusqu'où on pourrait, si on mettait le câble tout en haut de la vallée, au max, on est à peu près à 2600. Si on tend... Parce qu'actuellement on est à... On est ici, à 2250. Les câbles, donc il faut tendre le câble suffisamment pour pas qu'il y ait trop de flèches pour la chaînette. Donc si on accepte de tendre à 170 kg, qui est à peu près le double de ce qu'on a maintenant, on peut monter la nacelle, on peut en fait faire un télescope sur une sphère de 710 mètres, donc qui est beaucoup plus grand que ce qu'on a maintenant. Il y aurait 200 mètres au sol. Et le rapport FD, il changerait? Sans changer le rapport FD. Ça c'est la projection du nouveau C8 qu'il faudrait mettre. Ouais, mais plus haut donc. Plus haut, et donc on a essayé de le repérer. Et donc en fait, il pourrait être quelque part. Donc, je ne sais pas si tu vois le. En français, comment on regarde donc je pense que ça serait à peu près au niveau du groupe de Mélès qui est le plus bas parmi les groupes. Il faut que tu te prennes le sac à dos. Oui. Voilà, tu as les câbles qui te relient ici. La première chose, c'est la verticale. Cette petite bulle, en fait, est verticale. Il faut arriver à 2-3 cm. Et là, tu peux faire la mesure. Donc, tu regardes la bulle. Tu regardes les centimètres. J'ai noté en bas les points qu'on a fait le long du torrent et je vais te les donner pour que tu les notes dans ton cahier. Mesure le long du torrent, c'est ça? Mesure le long du torrent. Le dernier point c'est 153
Et vous étiez? Et on a fait le bord nord du torrent. Tu as le 151, il est juste au sud, en face du miroir sud. Nous cherchons le rocher 15 qu'avait repéré l'hygiène. Il y a peut-être une petite croix de couleur rouge. Je vais reprendre les quelques points que tu m'as donnés. Ce sont les points caractéristiques quand on voulait remesurer précisément. Troy Est, Troy Ouest, le C8, ce qui est logique. Le théodolite du C8. Les piquets qui ont été plantés pour marquer le méridien qui passe par le C8. Miroir nord, miroir sud. Vas-y, je t'écoute. Donc dans Mout 19.2, Ouais. les points 1, 2 ou 3, c'est les mêmes. Et c'est le Troy Est. D'accord. Il y a le vrai Est, le vrai Nord. Oui. Et pour l'altitude, Oui. je l'ai remise, donc j'ai fait la différence avec l'altitude du C8. Donc le C8, il est vraiment en 0, 0, 0. D'accord. On est d'accord? Oui. Ok. Donc juste là, tout va bien. Et tes 3 piquets, donc ils se trouvent à 16 cm, 27 cm et 17 cm, légèrement à l'est. Il faudra que je te regarde les marges d'erreur, parce que si ça se trouve, en fait, ces marges d'erreur ici, elles sont de l'ordre de grandeur des marges d'erreur des erreurs cumulées, de trouver le C8 plus trouver les piquets. C'est-à-dire que quand je remets les piquets qui sont sur le méridien dans le repère du C8, j'ai une incertitude sur le C8 et une incertitude sur les piquets. Oui. Et les deux peuvent se cumuler. Oui. Non, pour descendre alors. Pour obtenir les franges, puis au-delà obtenir une image avec de nombreux miroirs, il faut co-sphériser les différents petits miroirs sur la sphère géante, et donc affiner leur réglage en hauteur, ou piston, qui est encore approximatif. Alors le tripode, il faut faire un réglage ultra fin, le micron idéalement, du miroir. Il faut à la fois pouvoir régler sa hauteur, ce qu'on appelle le piston, en langage d'interférométrie, et son inclinaison selon 2 directions, pour que les 2 images soient exactement superposées sur la caméra. C'est un mécanisme délicat. Nous venons d'acheter des vis micrométriques non différentielles, c'est-à-dire moins précises que les différentielles mais moins chères. Et nous demandons comment les implanter. L'idéal, ce serait de gérer le piston là-haut, sur le C8, près de la caméra. C'est peut-être plus facile mécaniquement. Il suffit de balader sur l'un des faisceaux, sur l'une des sous-pupilles, il suffit de balader un bout de verre d'épaisseur variable, c'est-à-dire un prisme de petit angle, qu'on balade transversalement, donc ça augmente l'épaisseur de verre traversée par le rayon et ça démultiplie, ça augmente la longueur de trajet de la lumière. C'est comme ça qu'avait fait il y a un siècle Michelson sur la poutre du monument Wilson, qui était un grand succès. Alors pour être miroir, on mettra de l'optique adaptative. Donc les trucs d'optique adaptative, c'est une course de 10 microns typiquement, 5 microns. Hein. Bon, donc il faut déjà au départ avoir un réglage grossier à 5 microns près. C'est quand même pas très grossier. Alors ces vis donnent 5 microns. Voilà, encore faut-il les implanter proprement. Quelle solution mécanique tu proposes, Antoine? J'hésite entre plusieurs possibilités, en recherchant la plus simple. Bon, par exemple, on pourrait implanter 3 vis sous le miroir comme ceci, et puis mettre sur chacune un pignon, un grand pignon, et puis mettre un petit pignon au centre des 3. C'est que ça a trop de jeu. Bon, on pourrait aussi mettre une grande courroie crantée qui fait le tour, ça fait des pistons purs. Bon, mais en pratique, c'est tellement sensible, le tip tilt, ce qu'on appelle tip tilt, c'est l'inclinaison du miroir, est tellement sensible, c'est moins que le micron. Hein. L'autre option, c'est de mettre des micromoteurs avec des décodeurs absolus très précis, mais t'en mets 3.
Non, il n'y a pas de difficulté, on sait faire, on sait faire. Non, mais On sait je faire. Le problème, réfléchissais, c'est qu'est-ce qu'on peut faire d'ici 3 jours. Voilà. Non, là je suis d'accord. Une solution simple serait de placer une source de lumière au centre optique virtuel de cette sphère. Mais il se trouve à plus de 200 mètres du sol, ce n'est donc pas possible, du moins actuellement. Plusieurs dispositifs permettant d'affiner le positionnement des miroirs au sol et celui de la nacelle sur la sphère focale ont été imaginés ou testés. Nous nous sommes consacrés au cas le plus simple, avec 2 miroirs seulement, placés près de l'axe nord-sud méridien du système, à environ 16 mètres de distance l'un de l'autre. Grâce à la stimulation mentale que nous a apporté Pierre et Martine ce matin, suivi d'une discussion animée, nous avons progressé. Des mesures de contrôle optique direct ont aussi été envisagées. De régler l'égalité des chemins optiques. L'idée est de scotcher sur chaque miroir M1 un petit coin de cube, chacun ayant son sommet plaqué contre le miroir, à mieux que millimètre. On va mettre un petit laser ici pour cohérence qui vise le haut d'un nacelle. Le rayon arrive ici sur le miroir flanc et miraculeusement ils vont en sortir 2 rayons grâce aux densifieurs de pupille, etc. Si on passe ici, si on s'arrange ici pour mettre un carton avec 2 trous disposés comme le seraient en principe les 2 pupilles, c'est-à-dire 2 trous gros comme ça, espacés 10 cm en gros. Eh bien en principe miraculeusement on devrait avoir 2 rayons qui vont vers les 2 miroirs. Bon, ils vont se réfléchir sur le coin de cube, ils vont revenir là et puis ils vont revenir d'où ils sont partis, c'est-à-dire par ici. Donc là on met une séparatrice et on met un œil derrière. Nous cherchons à éclairer simultanément au laser les 2 miroirs au sol, puis à faire interférer les 2 faisceaux retour au niveau de la caméra du foyer coudé. L'inclinaison des miroirs, à ce stade, l'inclinaison des miroirs n'intervient pas. Parce que de toute façon, la lumière du laser qui tombe sur le miroir, il y en a un peu qui éclabousse, qui tombe à côté sur le miroir, elle repart vers l'étoile. Par contre, celle qui tombe sur le coin de cube, elle repart d'où elle est venue. Et une fois que c'est réglé, ça veut dire qu'on est dans le plan médiateur de la base. La base, c'est la ligne qui joint les 2 sommets de coin de cube. Une des solutions nécessite de placer la nacelle précisément dans le plan médiateur de ces 2 miroirs et sur la sphère focale. On repère la bonne direction en visant l'étoile Vega avec une lunette et un réticule une nuit, pile au moment de son passage au méridien. On essaie de positionner la nacelle par rapport au transit de Vega et surtout par rapport au point milieu de la base. L'idée c'est de bouger la nacelle de sorte à approcher le plus de... Surtout le trou du coin cube. C'est dans le bon sens. On ne touche plus l'orientation de cette lunette de référence. Encore un tout petit peu. Donc je pense que c'est pas mal s'il manque un petit peu. On conduit la nacelle sur cet axe en contrôlant qu'elle est bien sur la sphère focale, par mesure au disto depuis un point de référence. On ajuste ensuite la hauteur, le piston des miroirs, par mesure directe ou indirecte des angles et des distances miroir-nacelle. J'avais bricolé un instrument qui doit être sur la table là pour le faire, qui serait une sorte de sextant qu'on poserait sur l'un et l'autre miroir M1. On mesurerait cet angle-là de chaque côté. Bon, je vois le tripode, et il faut que je vois en même temps la nacelle. Par exemple avec un sextant, placé successivement sur l'un, puis l'autre des miroirs. Pour l'instant, nous n'atteignons pas encore la précision du centimètre avec certitude. Des mesures au théodolite ont été testées, mais la configuration et la précision nécessaires ne sont pas accessibles simplement. Non, on peut descendre alors. Un système permettant d'éviter d'avoir à faire un réglage du piston trop pointu au niveau des petits miroirs a été développé.
En gros, je crois que le bon compromis, c'est d'avoir un réglage grossier sur les tripodes, un grossier, disons, à, je sais pas quoi, 1 millimètre ou 1 dixième de millimètre, hein, et puis d'avoir l'étage fin là-haut. Réflexion faite, on aurait intérêt à faire comme on avait fait à l'IDT ou au GIDT, c'est-à-dire commencer par chercher les franges à l'œil, avant de les chercher avec la caméra. Oui, on essaie de faire pour l'œil et on rajoute l'anamorphose qui augmente la luminosité. Il s'agit d'un oculaire frangeur conçu et construit par Antoine Labeyrie. Tu vois un wedge, c'est un coin en verre. Bon, il y en a un deuxième derrière, tête bêche. Quand tu fais glisser l'un par rapport à l'autre, ça augmente l'épaisseur de verre traversée. Quand tu tournes cette vis, ça pousse sur l'un des wedges et il y a une petite ficelle et une poulie qui bouge l'autre symétriquement. Et un ressort qui rappelle. Tu peux piloter l'épaisseur de verre avec une précision d'au moins une dizaine de microns, nettement suffisante. Alors ça va sur une des sous-pupilles. Bon, l'autre sous-pupille qui est juste au-dessus, donc c'est une image des deux miroirs émains densifiés. Tu as un morceau de verre d'épaisseur fixe correspondant à la moyenne du wedge. Oui. Hein? Donc en glissant le wedge, tu peux augmenter ou diminuer le chemin optique. Il faut aussi qu'on fasse une superposition fine des deux images de Vega. On va voir dans l'oculaire les deux images qui font comme ça dans l'oculaire avec la turbulence. Et tu veux qu'en moyenne elles soient à peu près superposées. Bon, donc il faut pouvoir finement corriger cette superposition. Et idéalement le faire dans l'oculaire et non pas sur les M1, parce que si tu te balades sur les M1, ça t'aura du mal. C'est deux lames de verre de 1 mm collées avec une goutte de méga strong. Et on peut tordre un peu en jouant sur la flexibilité de la colle. Ça fait un coin d'angle réglable pour cette lame de verre, donc ça décale une des images en est-ouest. Bon, alors pour régler en nord-sud, la superposition en nord-sud des deux images, tu joues sur le focus du C8. Ensuite derrière, tu as un oculaire, un amorphoseur, en deux lentilles cylindriques croisées, qui t'agrandissent l'image comme ça pour mieux voir les franges qui sont très fines et qui te la rétrécissent comme ça. Tu peux rajouter derrière un GRISP. Un GRISP, c'est un grating prism. C'est un prisme dans une face, c'est un réseau de diffraction par transmission qui te fait un spectre. Il m'a fallu faire une petite glissière sur un bout de tringle à rideau. Oui, c'était plus long que prévu. On verra si les collègues sont inspirés pour le refaire en mieux, le refaire au propre. C'est ma méthode. Je fais un truc vite fait, quick and dirty, comme disent les Américains. Et puis les collègues, du coup, ils se grattent la tête, ils disent oh, on doit pouvoir faire mieux quand même, faire mieux, puis ils font un truc 10 fois mieux, il marche mieux. Et que j'ai testé en labo. On va pouvoir le retester sur le banc d'essai, sur ton C8. Un système simple permet d'obtenir des franges d'interférence sur le banc d'essai. Cela permet de tester l'oculaire frangeur. L'idée, c'est de récupérer la lumière du soleil, de la récupérer avec le C8. On mettra un carton avec 2 trous à l'entrée du C8 et on mettra une étoile artificielle n'importe où à un moment. Et vous pourrez vous amuser à regarder les franges et à régler. Excellent! Bon, alors je focalise. Bon, alors je centre. Ah bah alors on les voit. Ouais, ben là c'est bien éclairé. Dépêche-toi de venir voir, venez voir là. Okay. Des franges dans la tâche des riz. Ah oui, la tâche des riz, oui, d'accord. Sur cet axe-là alors. Oui, comme ça. Pas mal. C'est parce que tu as un masque à trous, c'est ça? Oui. D'autres techniques devront être développées pour cosphériser un système à miroirs plus nombreux. On est dans l'ordre du millimètre sur le positionnement des miroirs. Oui. Plutôt réseau. Grâce au réseau. Si tu retires le réseau, il faut le micron. Bon, on ne le retire pas. On le retire pas. En pratique, la science se fera à travers le réseau. Quand tu as 36 miroirs et que tu veux essayer de faire une image directe de ton étoile, haute résolution, il faut que tout soit en phase, y compris l'atmosphère, corriger les effets de l'atmosphère. Bon, donc pour ça, il faut des machins comme ça, mais adaptatifs, c'est-à-dire qu'un petit moteur qui tourne la vis et qui, toutes les millisecondes, réajuste la vis. Alors ça, c'est ce qu'on a prévu dans la deuxième étape. Première étape, on ne travaille pas comme ça, on tolère les déformations de l'atmosphère, mais on n'a pas une image directe, on a une image avec des speckles, mais il faut que l'ordinateur reconstruise à partir de ça. Bon. Donc pour l'instant, on n'en est pas encore à pouvoir stabiliser au dixième de micron. Tu trouves chez le fabricant Boston Micro Machines un espèce de timbre-poste en silicium qui porte 1000 petits miroirs
qui font chacun, je sais pas quoi, un tiers de millimètre, 30 par 30, avec des électrodes derrière qui, par attraction électrostatique, les font bouger verticalement. Il y a un bouger pistonné et un pistonné comme ça. Bon. Alors ça c'est dégagé de mirobolant et ça sert pour l'optique adaptative classique sur les grands télescopes. Bon, et ce serait bien adapté pour mettre dans la nacelle. Bon, là j'ai déjà le schéma de mise en place, SketchUp, vous avez vu. Bien, ça fera les réglages au dixième de micron, mais ces actuateurs-là, ces petits actuateurs électrostatiques, ont très peu de courses. Typiquement, 20 microns, je crois 10 ou 20 microns, c'est très peu. Ça doit être moins de 20. C'est très peu. Donc il faut que les miroirs soient même déjà réglés à 10 ou 20 microns. Bon. Et donc à ce stade, il faudra des bons actuateurs sous les miroirs. Et bien contrôler la dilatation, etc. Antoine Labeyrie a enseigné ses savoir-faire aux collaborateurs chaque fois que c'était nécessaire. Voilà, il faut un étau à mâchoire lisse, le bord de la ligne diamantée. Hein. Bon, pareil, 1, 2, 3. Des années de pratique. Et tu mets pas de gants? Oh ben, il vaut mieux en mettre. Donc ces petites lignes diamantées, il ne faut pas appuyer très fort, sinon tu les tues. Enfin, le trait au niveau de la mâchoire. Ah, tu le baisses alors? Oui. Là. Comment mouler une lentille? Fabrication de lentilles avec les moyens du bord par moulage avec de la colle. Oui, j'ai mis de la colle cyanoacrylate. C'est de décoller, enfin, on voit pas encore les interférences. Ça n'a pas très bien marché. Fabriquer une vis micrométrique différentielle. M5 a une de M4. M5 c'est un pas de 80, M4 70, 75, 70. 70, donc le différentiel ça fait 0,1, c'est comme si tu avais une vis de 0,1 et tu taraudes un bout de tube, soit l'une dans l'autre, soit tu prends un bout de tube qui est taraudé à un bout M5 ou M4, et puis ça marche. Si tu as peur qu'il y ait du jeu de fixation de la vis, tu peux toujours rajouter un peu de colle. Je prendrais plutôt de la méga strong là, oui, vu que ça résiste au lave-vaisselle. Ou photographier les papillons. Cuculia, sauf erreur.